sur Python. Alors, on va commencer par les premières lignes. Donc, nous avons ici importé la bibliothèque NumPy en lui donnant le nom NP pour que l'écriture soit beaucoup plus simple. On a fait pareil pour la bibliothèque SciPySignal, on l'a importé en lui donnant le nom SP. Pareil aussi pour la bibliothèque qui nous permet de faire les tracés en l'appelant PLT. Et on a importé de la bibliothèque plotzplan, on a importé la fonction zplan. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, c'est une bibliothèque qui n'existe pas. Ce sont des fonctions qui n'existent pas sous Python. J'ai récupéré sur Internet, faites par un certain Christopher Felton. Bien, que vous trouverez sur le site, sur la page perso. Je reviens à mon programme. Donc, première étape, on va extraire les pôles et les zéros en appelant cette fameuse fonction zplan. Donc, en écrivant zpk égale zplan, on va récupérer les pôles et les zéros. Donc, B et A, ce sont donc mon fameux numérateur et dénominateur écrit toujours dans l'ordre qui est apparu en utilisant les puissances négatives. Alors, remarquez que donc on a utilisé np.array, donc la fonction array appartenant à NumPy pour pouvoir donc créer un vecteur. Ensuite, donc la première fonction va me permettre donc, on a dit, de faire le tracé des pôles et des zéros. Par la suite, qu'est-ce qu'on a fait? On a écrit la fonction, on a créé, pas de fonction, on a plutôt créé un vecteur de 0. Donc, il y a ici 32 zéros. Alors, rappelez-vous que pour Python, c'est comme le C. Quand vous avez un tableau avec n éléments, le premier c'est 0 et le dernier c'est n-1. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a fait pour créer notre Dirac? On a créé 32 zéros, mais on a pris le premier élément du tableau, donc qui se trouve à l'indice 0, on l'a mis à 1. Donc, ainsi, qu'est-ce qu'on a fait? On vient de créer un Dirac. 1, 0, pardon, un 1, suivi de 31 zéros. Donc, si je veux ma réponse impulsionnelle, je lui donne en entrée le Dirac. B a bien sûr 100 des éléments qui composent mon système. Donc, il va me sortir la réponse impulsionnelle que j'ai appelée ici H. On voulait voir aussi la réponse indicielle. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un échelon en utilisant la fonction nb1. Toujours avec 32 éléments, vous pouvez en mettre plus ou moins, ça ne pose pas de problème. Et donc, pour récupérer la réponse indicielle, on a donné à notre système identifié par les B et A l'entrée qu'on a appelée ici échelon. Donc, ces deux tracés, c'est-à-dire non, c'est plutôt ces deux vecteurs que sont A et H, la réponse impulsionnelle, et H indice qui est la réponse indicionnelle, on va les tracer en les mettant à la figure 2. Donc, comme on veut voir un tracé discret, on a mis plt.stem pour H et plt.stem pour H indiciel. Sauf qu'on les a mis dans les mêmes graphes en utilisant subplot. Alors, par la suite, on voulait voir la réponse fréquentielle. Pour pouvoir déterminer la réponse fréquentielle, on a dit qu'il fallait utiliser frec_z. Frec_z, donc vous voyez qu'à tout moment, il faut lui donner les B et les A. Où mon L, c'est le nombre de points par lesquels je vais échantillonner la TZ pour récupérer la TFT, qu'on mettra donc dans H, ou F, c'est l'axe des fréquences. Pour le retard de groupe, c'est la même chose. Donc, je vais mettre B et A qui identifient mon système. On va lui donner aussi l'axe des fréquences F pour pouvoir récupérer le retard de groupe. Alors, ici, remarquez que l'on a pris F, l'axe des fréquences, que l'on a donc multiplié par 0,5 divisé par pi. En fait, tout simplement, on a divisé, c'est comme si on avait pris l'axe des fréquences, donc on avait multiplié par FE et qu'on avait divisé par 2pi. Parce que sous Python, lui, comment qu'il fait? Il vous donne en pulsation. Donc l'axe des fréquences, quand il le crée en pulsation, c'est-à-dire où W, c'est 2πf. Pour pouvoir nous le voir sous forme de fréquence, il faut diviser par 2pi. Donc au lieu de diviser par 2pi, on a divisé par pi, on a multiplié par 0,5. Et on a donc fait les trois tracés, c'est-à-dire, puisque H contient la TFT, donc on a tracé le module de la TFT, donc avec ABS, pour tracer la phase. Pardon, on a utilisé angle, et pour tracer le retard de groupe, puisque le retard de groupe, on l'a calculé et mis dans taux, on a écrit plot F-taux, on a mis les trois graphes, donc 3A1, 3A2 et 3A3 dans la même figure, et on a utilisé plot show. Donc, on va exécuter là de suite
le programme et on va voir ce que ça nous a donné. Alors, on dit que le premier graphe, c'était les zéros et les pôles. Le deuxième, c'était la réponse indicielle et la réponse impulsionnelle. Et le troisième graphe, c'est l'ATF. Donc, je récupère mon premier plot. Donc, mon premier graphe, c'est les pôles et les zéros. Donc, je vous demandais ici de calculer de façon théorique ces éléments. Donc, si vous les avez calculés normalement, alors je vais mettre mon graphe ici, je vais explorer les variables. Donc, si vous les avez correctement calculés, vous auriez dû trouver donc. Alors, pour les zéros, vous voyez ici que j'ai une identité remarquable. C'est du genre 1, 2, 1. Et z au carré plus 2z plus 1, c'est une identité remarquable, c'est z plus 1 au carré. Et z plus 1 au carré, ça veut dire que j'ai un 0 double, z plus 1 vaut 0, ça me donne moins 1. Donc j'ai un 0 double en moins 1. Je regarde ici, mamie, moins 1, moins 1. Pour le dénominateur, vous allez calculer le delta, vous allez voir qu'il est négatif, donc vous allez récupérer deux pôles conjugués, ces deux pôles conjugués, donc l'un c'est 0,6 plus à peu près 0,4j, et sur l'autre c'est 0,6 moins 0,4j. Donc si je reviens à ma représentation, c'est bien ce que j'ai. J'ai un pôle double ici. Bon, normalement on devrait écrire 2 ici, mais je n'ai pas trouvé de fonction où on écrivait le numéro lorsque le pôle était double ou triple. Bien, donc mon pôle se trouve bien mon 0 se trouve bien à moins 1. Et mes deux pôles, donc sont à peu près ici. Donc la partie réelle c'est 0,6 et la partie imaginaire c'est à peu près 0,4. Bien, le tracé des pôles et des zéros, qu'est-ce qu'on en a dit? On a dit que c'était une représentation quasi complète. C'est-à-dire qu'à partir du tracé des pôles et zéros, je devrais être en mesure de récupérer, d'étudier la stabilité, de récupérer la réponse impulsionnelle et de récupérer aussi la réponse en fréquence. Donc, avant de regarder les graphes, on va le faire. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que si mon système était causal, donc pour récupérer la réponse impulsionnelle, il fallait se fier à la position des pôles. Donc, si mes pôles sont à l'intérieur du cercle unité, ça veut dire que le rayon est plus petit que 1 et je devrais récupérer un cosinus amorti. Alors, on va le vérifier de suite. Si je regarde mon graphe, quand je dis cosinus, ça peut être un cosinus avec une certaine phase, avec un certain déphasage. Donc, si je regarde mon graphe, effectivement, c'est ce que j'ai. Voilà, j'ai une sinusoïde amortie. Donc, et bien sûr, c'est une sinusoïde amortie. Pourquoi? Parce que comme le rayon est plus petit que 1, donc forcément mon filtre est stable. Qui dit filtre stable dit une réponse qui converge vers 0, puisque c'est un filtre RII. Lorsqu'on parle d'un filtre RII, donc c'est une réponse impulsionnelle infinie. Et donc s'il est stable, elle va avoir tendance à converger. S'il n'est pas stable, elle aura tendance à diverger. Donc ça, c'est un premier élément qu'on a pu extraire donc du tracé des pôles et des zéros. Maintenant, on a ici aussi souhaité tracer la réponse indicielle. La réponse indicielle va me donner aussi une information sur le comportement de mon filtre. On lui a donné un échelon, donc c'est comme si c'était une fréquence nulle. Donc, et je retrouve mon échelon, après un régime transitoire, je retrouve mon échelon. Ça me donne une indication sur mon filtre, ça veut dire que c'est un filtre passe-bas. Alors, je reviens à mon tracé des pôles et des zéros. Donc, on avait dit qu'on pouvait donc premièrement extraire la réponse impulsionnelle suivant la position des pôles et des zéros parce qu'ils sont à l'intérieur du cercle, donc ça converge. Ils auraient été à l'extérieur, ils auraient divergé. Donc, je vous demande de le faire. Donc, vous allez changer les valeurs des pôles, faire en sorte qu'elles soient là ou là. L'essentiel, c'est qu'elles soient à l'extérieur du cercle et vérifier que là, votre réponse diverge. Bien. Ça, c'est donc la première chose à faire. Ensuite, on a dit aussi qu'on pouvait, à partir de ce tracé-là, esquisser, donc tracer approximativement la réponse en fréquence. Donc, si je regarde ici, on dit que donc, ça, c'est le premier point qui vaut F0, ça, c'est FE sur 4, ça, c'est FE sur 2, et on n'a dit pas la peine de tracer ce qui vient là, du moment que c'est tel signal avec des coefficients, c'est-à-dire les A et B sont réels, donc forcément, votre signal est réel, donc le module de la transformée de Fourier, la TFT sera pair, et pour la phase, ce sera impair.
Donc, je prends ce point-là. Donc, ici, je ne suis ni proche ni d'un pôle ni d'un zéro. Donc, je vais démarrer forcément quelque part. Ensuite, je me dirige vers un pôle. Un pôle est un maximum, donc ça devrait monter. Je m'éloigne du pôle, donc ça devrait descendre. Je vais vers un zéro. Je devrais aller vers un minimum. Je regarde ma réponse donc en fréquence et elle correspond effectivement bien à ça. Donc, en f égale à 0, elle démarre quelque part. Comme on a mis 1, donc vous avez un gain de 1. Ça commence à monter parce que je m'approche du pôle. Si je regarde le pôle ici, je suis à peu près quelque chose à peu près à 30 degrés. Si c'est 30 degrés, ça devrait être à peu près FE sur 6. FE sur 6, ça devrait faire à peu près 0,16. Donc, je suis un peu moins que 0. Alors, FE sur 6, à peu près, oui, 0,16. Donc, ça devrait être un petit peu moins que, je dis des bêtises, 0 FE sur 6. C'est pas 0,16, ça devrait être un peu moins que 0,1. Donc, je devrais me retrouver ici. J'ai bien mon maximum là. Donc, et on se dirige. Donc, une fois que j'ai dépassé le maximum, c'est-à-dire j'ai dépassé le pôle, ça devrait descendre. Et en plus, comme on a un 0 ici, donc à FE sur 2, ici j'ai pris FE qui vaut 0,5, je vais avoir donc un minimum. Alors ici, on ne s'est pas contenté de tracer le module, on a aussi tracé la phase. Donc vous remarquerez que la phase n'est pas linéaire ici, donc forcément le retard de groupe ne sera pas constant. On peut faire d'autres constatations. Vous remarquerez que la fonction ici, elle a ce qu'on appelle un point d'inflexion, c'est-à-dire elle passe d'une concavité à une convexité, elle était convexe et enfin, elle passe d'une convexité à une concavité. C'est ce qu'on appelle donc un point d'inflexion. Donc, quand vous avez un point d'inflexion, ça veut dire que la dérivée seconde s'annule. C'est-à-dire que la dérivée première, c'est soit un maximum, soit un minimum. C'est bien ce qu'on retrouve ici. Donc, quand on change de convexe à concave, ça veut dire que soit la pente était en train d'augmenter, ensuite elle diminue, ou vice-versa. Donc, voici donc mes trois graphes. On va revenir à notre programme. Donc, on va maintenant décommenter les prochaines lignes. Alors, les prochaines lignes. Donc, je vais les décommenter. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on voulait voir l'impact de notre filtre sur un signal réel. Donc, j'ai repris notre fameux fichier, vous avez du courrier en attente. Alors, on va voir ici qu'on a inclus plusieurs bibliothèques. C'est la bibliothèque d'abord. On a inclus la bibliothèque Inter. Cette bibliothèque, elle est dédiée aux interfaces graphiques. Donc, on l'a importé en lui donnant le nom TK. À partir de cette bibliothèque, on a importé la boîte de dialogue qui s'appelle Ask Open File Name. Ensuite, donc ça, c'est pour la bibliothèque dédiée à l'interface graphique. Comme on veut lire un signal audio, donc on a récupéré à partir de la bibliothèque SciPy tout ce qui était entrée-sortie, input-output, mais pas toutes les fonctions d'entrée-sortie, juste celles qui sont dédiées au fichier audio WAV. Donc, on a récupéré à partir de la bibliothèque Wi-Fi, on a juste importé la fonction qui permet de read, on l'a appelée WaveRead, on a récupéré aussi la fonction write et qu'on a appelée WaveWrite. Donc, pour pouvoir ouvrir une boîte de dialogue, il faut appeler la bibliothèque TK et par la suite, pourquoi j'ai dû écrire cette ligne? Parce que si j'utilise FileName, AskOpenFileName toute seule, une fois qu'il a ouvert la boîte de la dialogue, il la laisse ouverte. Donc, pour pouvoir la refermer, il faut appeler la fonction destroy qui va détruire cette boîte de dialogue. Alors, donc, nous, on va utiliser donc, la boîte de dialogue qui va récupérer le nom du fichier qui sera mis dans FileName. Ensuite, ce fameux fichier, on va le lire. Quand on va le lire, donc on va mettre les données dans X, on va aussi lire la fréquence à laquelle il a été échantillonné, puisque je vais en avoir besoin. Par la suite, donc une fois qu'on a récupéré la fréquence d'échantillonnage, donc les deux prochaines lignes, c'est pour pouvoir créer l'axe des temps. Donc à partir de la fréquence d'échantillonnage, on va récupérer
la période d'échantillonnage. On va récupérer aussi la longueur du signal pour pouvoir créer l'axe des temps. L'axe des temps, donc ce sera avec qui va démarrer à 0, avec un pas de TE, il va aller jusqu'à n. Donc on a utilisé la fonction arrange, il démarre à 0, il y a un pas de TE, et il va aller jusqu'à n TE, mais rappelez-vous que comme on a démarré à 0, il va aller jusqu'à n-1 fois TE. Donc, ça c'est pour créer l'axe des temps. Ensuite, on a utilisé Y. Donc, on a voulu filtrer donc, notre signal. Pour filtrer notre signal, il faut lui donner les coefficients du filtre, que sont le numérateur enregistré dans B, le dénominateur qui est dans A, et bien sûr notre signal X. Sauf que notre signal X ici, c'est notre signal audio. Donc, vous voulez connaître l'impact de ce filtre. Rappelez-vous qu'on a trouvé un filtre passe-bas. Si c'est un filtre passe-bas, donc on devrait pouvoir faire quelques prédictions sur son comportement par rapport à notre signal audio. Donc, on a utilisé donc une quatrième figure pour laquelle on a tracé le signal original, donc T, l'axe des temps qu'on a créé, et on lui a donné notre signal audio X, et puis on a fait pareil pour notre signal filtré, donc Y, puisque Y c'est le filtre de X. Donc, qu'on a visualisé. Ensuite, on a voulu faire voir à l'écoute qu'est-ce que ça donnait. Donc, pour voir à l'écoute qu'est-ce que ça donnait, j'ai importé la bibliothèque WinSound. Donc, en fait, vous pouvez faire l'écoute avec plusieurs bibliothèques. Il faudra donc soit rajouter à Python en utilisant les fonctions pip, et soit utiliser, si vous êtes en train de travailler sur Windows, vous pouvez importer juste directement la bibliothèque WinSound. Et celle-ci, elle marche juste sous Windows. Donc, si vous travaillez sur Unix ou genre Ubuntu ou une variante, il faudra importer quelques bibliothèques qui vous permettront d'écouter un son wave. Bien. Donc, à partir de cette bibliothèque, on a utilisé PlaySound. Donc, elle va tout simplement vous permettre d'écouter le fichier audio qui est dans FileName. Ici, le fichier audio, c'est celui qu'on aura sélectionné grâce à la boîte de dialogue. Comme il fallait que je fasse de même pour le signal Y, donc je l'ai enregistré. J'ai enregistré le signal Y dans Z.wave et je l'ai réécouté en lui donnant son nom. Alors, vous allez remarquer ici que je n'ai pas utilisé le signal Y, mais plutôt le signal Z. Alors, pourquoi? Parce que lui, quand il filtre, alors quand il va filtrer, comme il a des coefficients qui sont réels, il va récupérer un signal Y qui est réel. Là, j'ai fait un casting, c'est-à-dire à partir du signal réel, je l'ai converti en entier, codé sur un octet. Donc np.int8, elle va juste coder, elle fait un casting, elle va transformer de réel en un entier codé sur 8 bits. Bien, donc on va exécuter cette partie de programme. Donc, puisqu'il arrive à la boîte de dialogue TK, et il va me demander donc d'ouvrir ce fameux fichier. Alors, moi, je l'ai mis. Alors, ça dépend où vous l'avez mis. Vous le récupérez de là où vous l'avez mis. Moi, je l'ai mis là. Donc, je vais le récupérer. Vous avez du courrier en attente. Donc, je vais l'ouvrir. Alors, faites attention, je ne sais pas si vous avez fait attention, donc quand vous allez faire le processus, vous allez remarquer que la première phrase, vous avez du courrier en attente, c'est la phrase originale, la deuxième, elle a été filtrée, et si vous avez fait attention, vous allez voir, visualiser la vidéo, donc à nouveau, vous allez voir que le son est plus grave, puisqu'il était prévisible, puisque nous avons utilisé un filtre passe-bas, et qu'un filtre passe-bas, il enlève les hautes fréquences. Donc, du coup, vous allez avoir un son un peu plus grave, puisque ce qui est aigu, c'est dans les hautes fréquences, ce qui est grave, c'est dans les basses fréquences. Alors, pour mieux voir cela, on va récupérer donc le signal original et le signal filtré. On va faire un petit zoom. Donc là, on a un petit peu de difficultés pour voir les différences. On va faire un petit zoom sur la même partie. Donc, je vais prendre celle-ci, de là jusque là. Et je vais faire pareil ici. Je vais prendre une partie de là jusque là. Et vous remarquez donc que votre signal a été filtré. Tout ce qui était haute fréquence, rappelez-vous, haute fréquence, donc ça varie très rapidement. Si ça varie très rapidement, donc ça veut dire que la période est petite, donc la fréquence est grande. On récupère donc bien un signal dont les hautes fréquences ont été filtrées.
Donc, je reviens à mon programme. Donc, maintenant, ce que vous allez avoir à faire, donc vous allez avoir à créer un nouveau signal qui est composé d'une somme de cosinus. Je vous donne, revenez à votre texte de TP, je vous donne donc les fréquences du signal à créer. Vous allez voir ce qui s'est exactement passé avec ce filtre-là. Vous aurez donc à modifier ce filtre pour en faire un filtre où je vais avoir les pôles qui seraient à l'extérieur du cercle, juste pour voir que notre réponse intuitionnelle a divergé. Vous aurez aussi à en faire un passe-haut, donc il faudra faire basculer ce 0 de ce côté-ci. Vous aurez aussi à étudier un filtre RIF, donc avec un filtre RIF, votre A ce sera ici un 1 et des 0 et vous mettrez les coefficients du filtre ici. Vous aurez à refaire les mêmes traitements, donc ce n'est pas quelque chose de compliqué à faire, puisque pour changer de filtre, il suffira juste de changer le B et le A, et voir aussi l'impact sur les fichiers audio qu'on a récupérés, voir ce que ça donne. En fait, vous aurez à répondre à toutes les questions de TP. Donc, j'attends de vous que vous fassiez les modifications nécessaires et que vous m'envoyiez un compte rendu en conséquence.